Un corps dans la glace, une flèche plantée dans son dos, une blessure à sa main, du sang sur sa lame qui n'était pas le sien. Pendant 5300 ans, personne ne savait qui l'avait tué. L'ADN dit autre chose. En 1991, 2 randonneurs dans les Alpes ont trouvé un corps émergeant de la glace d'un glacier en train de fondre, à plus de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ils ont pensé qu'il s'agissait d'un accident récent d'alpinisme, peut-être d'un montagnard tombé quelques décennies auparavant. Ils ont appelé la police. Il a fallu plusieurs jours et même un perforateur pour libérer le corps de la glace. Le retrait a été violent. L'outil a endommagé le bassin, déchiré des parties des vêtements, fracturé l'os. Ce dommage entrait les scientifiques pendant les 30 années suivantes. Mais lorsque la datation au radiocarbone a été prête, le dommage est devenu presque un détail secondaire. Le corps n'avait pas des décennies, pas des siècles, il avait plus de 5000 ans. C'était la momie humaine naturelle la plus ancienne jamais trouvée en Europe. La découverte est devenue une sensation mondiale. Tous les grands journaux, toutes les chaînes de télévision et tous les magazines d'archéologie en ont parlé. En quelques semaines, 2 pays ont commencé à se disputer la propriété de cet homme. L'Autriche a affirmé que le corps avait été trouvé sur son sol, l'Italie a contesté. Une nouvelle délimitation de la frontière a fini par placer le site de la découverte à 92 mètres à l'intérieur du territoire italien. En 1998, le corps a été transféré dans un musée à Bolzano, dans le nord de l'Italie, où il reste jusqu'à aujourd'hui dans une chambre climatisée maintenue précisément à -6 degrés. Les visiteurs peuvent regarder par une petite fenêtre et voir la momie allongée sur le dos, sombre et repliée, derrière un mur de glace. Les randonneurs qui l'ont trouvée sont devenus de petites célébrités, ont donné des interviews, ont posé pour des photos. Des années plus tard, ils ont intenté un procès au gouvernement italien pour obtenir une récompense pour la découverte. Le litige légal a duré plus longtemps que la vie des deux. Les scientifiques qui ont étudié le corps lui ont donné un nom inspiré de la vallée montagneuse où il a été trouvé. Et pendant 3 décennies, ils ont construit un portrait de qui il aurait pu être. Un portrait que les visiteurs du musée pouvaient voir, toucher des yeux et se souvenir. En pasteur de l'âge du cuivre, peau claire, cheveux bruns, barbe épaisse, un chasseur vêtu de peau, surpris par une tempête soudaine et congelé dans la glace quelques heures après sa mort. Le musée a exposé une reconstruction à taille réelle de cet homme. Des milliers de manuels scolaires l'ont reproduite. Des millions de visiteurs sont passés devant elle. Pendant 30 ans, les scientifiques ont cru que c'était l'homme de la glace. L'ADN dit autre chose. Commençons par ce que le corps lui-même a vraiment révélé. La momie était remarquablement bien conservée. 5300 ans dans la glace du glacier avaient transformé la peau en cuir sombre et sec, mais les organes internes, les os, le contenu de l'estomac et même les cellules sanguines étaient encore intacts. Les scientifiques ont trouvé 60 et un tatouage sur son corps. Il n'était pas décoratif, mais regroupé autour des articulations du bas du dos, des chevilles et des genoux. L'emplacement correspondait à des points utilisés dans des traitements traditionnels contre la douleur, semblables à ceux de l'acupuncture. Il avait vécu pendant des années avec de l'arthrite et des douleurs articulaires. Son estomac contenait les restes de son dernier repas. De la viande de bouquetin, du cerf rouge, du blé épeautre, des traces d'une fougère toxique qui avait peut-être été utilisée comme emballage ou comme remède. Il avait mangé environ 2 heures avant de mourir. Ses vêtements s'étaient faits de peau d'au moins 5 espèces différentes d'animaux, cousus avec des tendons. Il portait un bonnet en peau d'ours, une cape en herbe contre la pluie et des chaussures remplies d'herbe pour l'isolation thermique. Son équipement comprenait une hache en cuivre, un couteau en silex, un arc encore inachevé et sans fonction réelle, ainsi qu'un carquois avec des flèches dont seules 2 étaient prêtes à être tirées. La hache en cuivre était extraordinaire. Les outils en cuivre de cette qualité étaient rares à son époque. En posséder un suggérait richesse, statut ou autorité. La lame avait été fondue, martelée et aiguisée avec une technique nécessitant des connaissances spécialisées. Quoi qu'il en soit, il n'était pas un simple berger ordinaire. Ses os racontaient la même histoire. L'analyse isotopique de l'émail de ses dents a montré qu'il avait grandi dans une vallée, mais avait passé la majeure partie de sa vie adulte dans une autre, à environ 60 km au nord. Il se déplaçait, traversait fréquemment des passages de montagne, circulait entre les communautés, et puis il y avait la blessure. Une pointe de flèche en silex était logée sous son omoplate gauche. Elle était entrée par derrière et de bas en haut, perforant l'artère subclavière. Pendant des années, la conclusion acceptée a été que cette blessure l'avait tué presque immédiatement par une perte massive de sang.
Une coupure profonde entre le pouce droit et l'index montrait qu'il avait saisi une lame, qu'elle soit la sienne ou celle d'une autre personne, avec suffisamment de force pour couper des tendons. Cette blessure avait déjà commencé à cicatriser, ce qui signifie qu'elle s'était produite quelques heures, voire un jour avant sa mort. L'analyse du sang sur ses armes a révélé des traces d'au moins 4 autres personnes, 3 sur son couteau en silex, une sur sa cape, aucun de ce sang n'était le sien. Il avait participé à un combat, avait blessé ou tué d'autres personnes, puis quelqu'un l'avait suivi jusqu'à l'un des passages de montagne les plus élevés des Alpes et avait tiré une flèche dans son dos. Pendant 30 ans, le mystère de qui l'avait tué a stimulé les recherches, mais ces recherches ont également créé une image de l'homme lui-même, et cette image, comme on le découvrirait, était en grande partie erronée. La première grande reconstruction de son apparence a été basée sur une étude d'ADN publiée en 2012. Le génome a été séquencé avec une faible couverture, c'est-à-dire que les données étaient limitées et incomplètes. Les résultats ont suggéré une peau claire, des cheveux bruns et la présence d'ascendance liée à la steppe pontique caspienne, un marqueur génétique associé aux énormes mouvements de population qui ont remodelé l'Europe après 3000 ans avant l'ère commune. Cela s'inscrivait dans la chronologie attendue. À l'époque où l'homme de la glace a vécu, l'ascendance liée aux steppes avait déjà commencé à se mélanger aux populations agricoles européennes. L'homme de la glace semblait confirmer ce schéma. Il a été commodément placé dans le récit des livres, partie agriculteur, partie migrant des steppes, traversant les Alpes tandis que les populations se mélangeaient et se transformaient. Les musées ont construit des reconstructions basées sur ces données. Peau claire, cheveux bruns, barbe fournie, vêtements en peau, un visage maigre marqué par le temps, faisant face aux visiteurs dans des vitrines à Bolzano, Vienne et des expositions itinérantes à travers le monde. La reconstruction est devenue l'un des visages les plus reconnaissables de l'archéologie. Les enfants l'ont étudié à l'école. Des documentaires l'ont répété. Pendant plus d'une décennie, presque personne ne l'a sérieusement remise en question, car personne n'avait de meilleures données. Mais l'étude de 2012 avait un problème. Elle était fondée sur de l'ADN contaminé. Lorsque le corps a été retiré de la glace en 1991, il a été manipulé sans gants. Il a passé entre les mains des autorités, des photographes et des curieux avant que quelqu'un ne réalise sa véritable ancienneté. De l'ADN humain moderne de dizaines d'individus a été déposé à la surface et a pénétré dans les couches extérieures de l'os. L'équipe de 2012 savait que la contamination était un problème. Ils l'ont mentionné dans l'article, mais les outils disponibles à l'époque ne pouvaient pas séparer complètement le signal ancien du bruit moderne. Le génome publié était le meilleur qu'ils pouvaient obtenir avec la technologie de cette période. En 2020, la technologie avait complètement changé. Une équipe de l'un des principaux laboratoires d'ADN anciens au monde a décidé de réessayer. Ils ont choisi le pelvis comme site d'échantillonnage. C'est l'os le plus dense du corps humain, le plus difficile pour les contaminants de pénétrer. Ils ont foré l'intérieur et extrait l'ADN d'une région profonde de l'os, bien en dessous de toute contamination superficielle. Le séquençage a atteint 15,3 fois de couverture. Cela signifie un niveau de détail environ 15 fois supérieur à celui de l'étude de 2012. Avec cette profondeur, chaque gène peut être lu plusieurs fois et le bruit statistique devient presque négligeable. Les résultats ont été publiés dans la revue Cell Genomics en août 2023. Le chercheur principal était l'une des figures les plus respectées dans le domaine de l'ADN ancien. Son co-auteur avait étudié l'homme de la glace pendant plus de 2 décennies à l'Institut de recherche de Bolzano. Les découvertes ont détruit la reconstruction du musée. Pendant 30 ans, les scientifiques ont cru que l'homme de la glace avait la peau claire. L'ADN dit autre chose. Le nouveau génome a révélé qu'il portait la pigmentation de peau la plus foncée jamais identifiée chez un individu européen de son époque. Sa peau de son vivant était presque aussi sombre que ses restes momifiés semblent aujourd'hui. Les visiteurs du musée avaient toujours présumé que la couleur sombre de la momie était le résultat de 5000 ans de préservation. Ce n'était pas le cas. Cela se rapprochait beaucoup de son apparence réelle. La deuxième révélation est venue immédiatement après. Le musée montrait aux visiteurs un homme aux cheveux longs et bruns, avec une barbe fournie. Le nouvel ADN a montré qu'il portait de forts marqueurs génétiques d'alopécie androgénétique, la calvitie de type masculin. Lorsqu'il est mort vers la quarantaine, il avait probablement déjà perdu la majeure partie de ses cheveux. La barbe épaisse et les mèches brunes étaient des inventions. Elles n'ont jamais existé sous cette forme. La troisième découverte était la plus importante d'un point de vue scientifique.
L'étude de 2012 avait placé l'homme de la glace au sein d'une population avec une ascendance liée aux steppes. Le nouveau génome à haute couverture n'a trouvé aucune. Zéro contribution des steppes. Son ascendance était presque entièrement celle des agriculteurs néolithiques de l'Anatolie, la population qui avait migré vers l'Europe depuis ce qui est aujourd'hui la Turquie, des milliers d'années avant sa naissance, et qui était lentement remplacée sur le continent par des groupes liés aux steppes dans les siècles proches de sa vie. Il n'était pas un hybride, c'était une relique génétique, un homme issu d'une population que le reste de l'Europe commençait à oublier. Son génome montrait plus d'ascendance d'agriculteurs d'Anatolie que tout autre Européen de son époque déjà séquencé. Il était une exception, le dernier écho d'une lignée qui disparaissait des montagnes tandis qu'il marchait encore dessus. Pendant 30 ans, les livres l'ont placé au centre de l'histoire génétique européenne. L'ADN a prouvé qu'il était à la marge, un survivant d'un monde qui était en train de disparaître. Mais le génome n'était que la première surprise. En 2025, une équipe d'experts judiciaires a publié une nouvelle analyse des tomographies de l'homme de la glace dans l'International Journal of Legal Medicine. Ils ont utilisé des techniques de modélisation tridimensionnelle qui n'existaient pas lorsque les examens originaux ont été réalisés en 2013. L'accent était mis sur la blessure par flèche. Pendant des décennies, la reconstruction acceptée disait que la pointe en silex avait déchiré l'artère subclavière gauche, provoquant une mort rapide par hémorragie en quelques minutes. La nouvelle analyse a trouvé un hématome, une masse de sang coagulée d'un volume approximatif de 110 ml, accumulée au site de la blessure. Un hématome de cette taille ne se forme pas dans un corps qui meurt en quelques minutes. Il se forme dans un corps qui est encore vivant, qui circule encore du sang, qui essaie encore de réagir et de cicatriser. L'homme de la glace a survécu à la flèche, non pas pendant des jours, mais suffisamment longtemps pour arracher la tige de bois de son propre dos. Cela explique pourquoi seule la pointe de la flèche a été retrouvée à l'intérieur du corps. La tige avait disparu. Il l'a peut-être retirée lui-même, ou du moins a essayé. Peut-être a-t-il marché après avoir été touché, peut-être a-t-il rampé. La flèche ne l'a pas tué instantanément. Elle a déclenché un processus qui s'est terminé par la mort, mais la chronologie a été plus longue et plus agonisante que ce que l'on croyait. Et il y a eu une autre révision. L'analyse botanique du matériel végétal trouvé autour du corps a montré qu'il était mort à la fin du printemps, pas à l'automne comme l'avaient conclu des études antérieures. Des grains de pollen de carpe noire, un arbre qui fleurit uniquement à la fin du printemps dans les vallées alpines, ont été trouvés dans son tractus digestif. La saison était sans équivoque. Son corps ne s'est pas congelé immédiatement après la mort. Il est resté exposé dans le passage de montagne pendant les mois chauds. Des insectes sont arrivés jusqu'à lui. Des pupes de mouches ont été trouvées dans le sol environnant. La décomposition avait commencé avant l'arrivée de la glace. Ce n'est que lorsque la glace saisonnière est revenue, à la fin de l'automne, que le glacier a commencé lentement à le recouvrir, initiant la préservation qui durerait 5000 ans. Dans une mort propre, dans un instantané décrit dans les livres, un homme touché par une flèche et soudainement congelé par une tempête était une fiction. La réalité a été plus lente, plus brutale et plus solitaire. Il est mort en plein air dans un passage nu de montagne et personne n'est venu le chercher. Alors, l'expertise est revenue à la question que tout le monde voulait répondre. Qui a fait ça ? La flèche est entrée par derrière et en dessous. Le tireur était dans une position plus basse, tirant vers le haut, contre une cible qui se reposait peut-être ou s'éloignait. La pointe de la flèche était faite d'un type de silex utilisé dans les vallées du sud des Alpes, suggérant que l'assassin venait du sud. Les armes du homme de givre racontent elles aussi une partie de l'histoire. Le sang de 4 individus sur son couteau et sa cape indiquent qu'il avait eu un contact violent avec plusieurs personnes dans les heures ou les jours précédant sa mort. La coupure profonde à la main droite était une blessure défensive, du type laissée lorsque quelqu'un saisit une lame lors d'un combat rapproché. Le scénario qui correspond le mieux aux preuves est celui d'une poursuite, où le homme de givre s'était engagé dans un affrontement violent. Peut-être une attaque, peut-être une dispute territoriale, peut-être quelque chose de personnel, il avait blessé ou tué plusieurs adversaires. Il s'est enfui vers le nord, entrant dans les hautes montagnes, portant sa hache en cuivre, son arc inachevé et un carquois avec seulement 2 flèches utilisables. Quelqu'un l'a suivi. À travers les vallées, sur des sentiers en zigzag, à travers des champs de neige jusqu'à un passage à plus de 3000 mètres, où l'air est raréfié et le vent ne s'arrête jamais. Le poursuivant a attendu que l'homme de la glace cesse de bouger, puis a tiré une seule flèche dans son dos, de bas en haut. L'assassin n'a pas pris la hache en cuivre. À l'époque,
Une hache en cuivre était l'un des objets les plus précieux qu'une personne pouvait posséder. La laisser derrière suggère que l'assassin s'est enfui immédiatement ou qu'il ne se souciait pas de l'arme. Certains chercheurs pensent qu'il craignait d'être identifié s'il revenait dans une communauté portant une hache que tout le monde reconnaîtrait. Le corps n'a jamais été récupéré. Personne n'est venu l'enterrer. Personne ne l'a porté en bas de la montagne. Il est resté là où il est tombé, exposé au ciel, jusqu'à ce que la glace l'engloutisse pendant 5300 ans. Sa communauté, s'il en avait une, ne savait pas où il était ou ne venait pas le chercher. Dans un monde sans carte, sans route et sans équipe de recherche, un homme qui traversait un passage élevé et ne revenait jamais se transformait simplement en silence. Un endroit vide près du feu, un nom qui cessait d'être prononcé. L'assassin ou les assassins n'ont laissé aucune trace en dehors de la pointe de flèche logée sous son omoplate. Nous ne saurons jamais son nom, nous ne saurons jamais quel a été le motif du combat. Nous ne saurons jamais si l'assassin est rentré chez lui et a raconté à quelqu'un, ou s'il a gardé le silence des montagnes. Ce que nous savons, c'est ce que les preuves ont toujours montré et que nous avons passé 30 ans à interpréter de manière erronée. Un corps dans la glace, une flèche dans son dos, une blessure à sa main, du sang sur sa lame qui n'était pas le sien. Pendant 5300 ans, personne ne savait qui il était vraiment. L'ADN n'a pas pu nommer son assassin, mais lui a redonné son propre visage. Plus sombre que ce que le musée montrait, plus chauve que ce que les livres enseignaient. Descendant d'une population que le monde avait déjà presque oubliée quand il est né. Il a été le dernier de sa lignée dans ce passage de montagne. Quelqu'un a veillé à ce qu'il reste là. La découverte continue. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous et activez les notifications. Ici, nous explorons les mystères de l'ADN, l'expertise ancienne et les cas que l'histoire a tenté d'oublier.